Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Intéressant week-end. Ben d'abord, premièrement pour ce vendredi, autant pour d'abord le Prime, on aura Carlos de Punisher qui va être avec nous autres pour parler de plein d'affaires. Bien sûr qu'on a une boîte à pids, mais ça c'est pour le live et pour le Prime. Donc si vous êtes sur le live en ce moment et vous n'êtes pas un pirate Prime, ben, vous allez avoir du stock. Jerry est en feu, beaucoup de choses pour vous autres. On a également Nicolas Gagnon de la Fédération contribuable.ca, exact, Fédération canadienne des contribuables. Et c'est ça, donc beaucoup de stock aujourd'hui. Puis si vous êtes amateur de sport, c'est le lancement de la saison de Formule 1 ce week-end. Donc exceptionnellement, très bonne idée en passant. Le week-end de F1 se déroule le jeudi, vendredi et la course est le samedi. Donc en raison des décalages du côté de Bahreïn, semble avoir un mélange. On va avoir la course samedi soir carrément live. C'est ça, j'essaie de calculer. Est-ce que c'est ça qu'on aura? On aura live, heure de l'Est, on l'aura quasiment... Écoute, je pense que c'est ça que j'ai vu hier, mais je vais vérifier pour être sûr que c'est ça. C'est peut-être heure de là-bas ce que tu as vu, ce que tu m'as envoyé. C'est peut-être heure de là-bas. Mais peut-être heure de là-bas. Donc, à vérifier sur vos sites préférés de Formula 1. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu jusqu'à date, il semble y avoir un mélange. Est-ce qu'il y a un peu de ce qu'on appelle du sandbagging? Est-ce qu'il y a des gens qui cachent des choses pour la véritable qualif? On verra. Mais gardons espoir que peut-être qu'on a beaucoup d'écuries qui sont à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin et même quelques autres qui réussissent à être très, très proches de tout le monde. Donc, ça semble très serré. Week-end, en tout cas, dans mon cas, je finis ça et la première chose que... j'ai un arbre à couper avec mon ami Robbie et après, on va embarquer dans le char. On va aller du côté de West Palm pour aller voir le tournoi de la PGA ce week-end. Je vais aller suivre aujourd'hui probablement quelques joueurs. Je ne sais pas si Ricky Fowler va finir sa ronde, mais j'ai quelques joueurs à suivre, entre autres mon buddy Billy Horschel, que je vais regarder, donc disponible à la télévision. C'est sur NBC ce week-end, en direct du Bear Trap, le fameux terrain que Jack Nicklaus a dessiné il y a dans les années 70-80. Superbe track de golf, surtout les derniers trous, très difficiles. Track extraordinaire, donc du côté de Palm Beach. Le Canadien a joué hier contre les Panthers de la Floride. Beaucoup de Québécois y étaient. Plus difficile d'avoir des billets que c'était auparavant, par contre. Mais, regarde, belle prestation du CH. Sérieux contre la Floride. Belle prestation du CH. Malheureusement, mais on s'en est parlé hier, Mr. White. Malheureusement, le shootout scrape un peu la patente parce que le show 3 contre 3 est tellement incroyable. Puis on sait que ça va finir par finir. Ça peut pas durer 2 périodes de temps 3 contre 3, c'est impossible. Il y a toujours des 2 contre 1, des 2 contre 1, des 2 contre 1, ça finit. Mais après le 5 minutes, c'est une question de secondes avec le but arrive. J'ai quasiment rêvé hier d'une Ligue nationale 3 contre 3. Moi, j'en ai déjà parlé. Je sais que c'est complètement... c'est off parce que les gens disent « Mais non, mais il n'y a plus rien qui tient. Les records, il y a un côté conservateur qu'on doit avoir pour protéger l'histoire, etc. » Mais on a fait des changements majeurs quand même. On a enlevé la ligne rouge qui a changé beaucoup le sport. Je comprends que celui-là serait... Mais peut-être de partir effectivement une ligue, si vous avez en tête de peut-être challenger la NHL, une ligue avec des équipes à 3 contre 3, je pense que le spectacle serait carrément débile. Ça serait-tu trop dur pour les joueurs? C'est extrêmement difficile. Pour avoir joué une coupe de tournoi 3 contre 3, il faut que tu sois en shape comme ça n'a pas de bon sens. C'est carré. Et la manière de jouer la game est complètement différente aussi. Ben oui. Parce qu'il y a une rotation entre les 3 joueurs pour les positions. Puis Parce qu'hier, des fois, la Floride, hier, il y avait 3 joueurs d'avant. Là. Oui. 3 joueurs d'avant. Fait qu'il n'y avait pas de défenseur ça de là. Oh, regarde, tu y vas le tout pour le tout. Puis il y a un peu de gambling là-dedans. Ça peut aller d'un bord et de l'autre, c'est clair, mais c'est celui qui va être soit le plus opportuniste, puis qui va peut-être se faire prendre. S'il manque sa shot quand il est hyper opportuniste, ça crée un revirement, puis c'est là que ça se passe. Donc, c'est très Las Vegas comme show. Moi, j'adore. Ouais. Mais à surveiller, hier, on parlait de Détroit avec Jerry pour les playoffs.
Détroit qui risque de surprendre. Mais sérieux, les Panthers sont équipés pour veiller tard. S'ils n'ont pas trop de blessés d'ici la fin de la saison, c'est vraiment une équipe spectaculaire. Puis c'est une équipe, on se rappelle les séries l'année passée, c'est une équipe complète pour les playoffs. Petit mot, je ne vais pas traîner pour l'ouverture parce qu'on a quand même beaucoup de stock à jaser. Juste vous dire une affaire vite de même. C'est qu'on a su hier que Brian Mulroney est décédé. Je sais que pour plusieurs, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement connu. On a des pirates de tout âge. Si vous avez peut-être 45 ans et plus, vous avez souvenir de ça. Un peu comme Éric Duhem, c'est un de mes premières participations pour voter. J'ai voté pour Brian Mulroney il y a de nombreuses années. En 88, c'était probablement ma première... Je ne me rappelle pas s'il y avait eu une élection provinciale avant, mais on va comprendre que 88, c'est là où je fais ma première participation démocratique. Puis il y avait un genre de... Puis je sais qu'il n'est pas parfait, là. Personne ne peut l'être après 8 ans à la tête. Il n'est pas parfait. Puis Poilievre ne le sera pas non plus, là. Mais somme toute, c'est pas ça que... C'est pas les détails. Ouais, oui, c'est sûr qu'une des choses qui a aidé à la prospérité, je dirais, du monde entier, c'est les libres-échanges. Donc, les libres-échanges, puis n'oubliez pas que quand on négociait le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, qui a été modernisé et retravaillé avec de la pression de Donald Trump, et je pense que même s'il y avait beaucoup de résistance, encore une fois, les gens sont satisfaits de ce qui a été négocié dernièrement. Et ça a été une idée de Trump. Personne ne va y donner. Quand on est bon pour challenger, on est bon pour fighter, mais quand on se rend compte qu'on s'est trompé, les gens font semblant qu'on est rendu ailleurs puis on passe à un autre sujet. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas trop en parler parce qu'ils ont tort. Ils ont eu tort. Et là, ils ont peur d'admettre que finalement, celui qu'ils détestent ou celui qu'ils attaquaient en disant qu'il avait tort a finalement raison. C'était la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça a été quand on était jeune, ça a été tout un débat. Ouais. On se souvient des référendums sur la souveraineté du Québec. Mais excusez-moi, là. Les discussions qu'on a eues étant jeunes, parce qu'il y avait deux clans, là. Il y avait deux clans de gens qui avaient peur que toutes les business ferment, qu'on allait se faire bouffer par les États-Unis, que le Canada allait être vidé. Donc, il y avait deux écoles de pensée tranchées au couteau. Il n'y avait personne qui était indifférent face à ce sujet-là. C'était le libre-échange qu'a conclu avec les États-Unis, avec Ronald Reagan, l'équipe de Brian Mulroney. Brian Mulroney était le défenseur de ça. Il y en a qui vont me dire, il a fait telle affaire, il a créé la TPS, il a fait telle chose. OK, parfait. Mais le point marquant de son rôle de PM au Canada, c'est un point qui nous donne à peu près tous les économistes vont vous dire que le libre-échange a amélioré. Puis je comprends qu'on a des défis en ce moment là, qui ont été créés par l'équipe de Trudeau. Tout un texte ce matin en passant de Nathalie Elgrabli qui donne un nasty de claque à Justin Trudeau et une claque méritée. Juste après la mort de Brian Mulroney, c'est là qu'on voit qu'on est passé d'une grande époque à une époque de loser. C'est ça qui m'a passé par la tête hier. Ben oui, c'est ça qui nous a passé par la tête. Quand c'est arrivé hier, là, je me suis dit, parce que dans les années 80, nous autres, on commençait à voter, on peut le dire de même. C'était les moments où on commençait à s'intéresser à la politique. La première élection, je n'ai pas voté, c'était en 84, chanson l'air 5. La deuxième élection de 88, ben ça a été probablement la même chose pour toi. Là. Puis, à ce moment-là, regarde, je vais te le dire dans mes mots, là, ça voulait dire quelque chose d'être Canadien. Il y avait quelque chose de relié à ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai écrit sur Twitter hier. Je vais y revenir avec ce que j'ai écrit sur Twitter. Mais juste vous dire, le libre-échange, le point important. JND a dit il a été un des instigateurs de la fin de l'apartheid en Amérique, pas en Amérique, mais en Afrique du Sud. Ouais, OK. Tant mieux pour les Africains du Sud. Là. Tant mieux pour ces gens-là qui ont vécu l'enfer. Tant mieux même. Je veux dire, pour les Canadiens, il y a des choses qui se sont passées chez nous beaucoup plus importantes. Et pour quelqu'un de gauche et quelqu'un qui est pour le socialisme et la fermeture, de parler de libre-échange et de capitalisme, ils ne sont pas capables de reconnaître ça. Mais c'est 30% de notre niveau de vie actuel qui est relié à cette décision-là. OK? C'est une question de volume. OK?
Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi les États-Unis d'Amérique sont si riches comparativement à nous autres? Et ça, je restais ici au début des années 90. Et il y avait quelqu'un avec qui j'ai joué au golf qui m'avait expliqué, il dit, c'est la force du nombre. Il dit, on n'est pas plus brillant, on n'est pas plus... Oui, on a un bon système, oui, on a monté un bon système qui protège tout le monde, puis qui a des check and balance et toutes ces affaires-là. Mais il dit, on n'est pas plus brillant que les autres. On est peut-être un peu plus baveux, on s'attache un peu moins à l'argent que d'autres nations, donc on est un peu plus cow-boy à cause de ça. Mais en général, on n'est pas plus brillant que le reste du monde, même si les universités ici sont très bonnes, que quand on regarde les 500 plus grandes entreprises boursières ou autres, sont souvent des entreprises quasiment à quoi? 65-70% américaines. Il y a quelque chose derrière ça. Et lui me disait, c'est beaucoup relié au volume. Donc, si vous êtes un petit pays, le Canada est un petit pays malgré sa superficie, on avait tout intérêt à se joindre à un grand marché économique riche. Mais je veux dire, moi, regarde, parce qu'il y avait la gang Mulroney qui nous vendait ça, et tu avais le Parti libéral du Canada qui ne voulait pas, qui faisait peur aux gens, qui disait que c'était la fin de l'économie, qu'on allait s'écraser, que toutes les entreprises allaient fermer. Et c'était la même chose au Québec. Au Québec, les libéraux étaient contre. Et ce qui était bizarre, c'est que le vendeur du libre-échange au Québec, c'était le PQ. C'était l'ancien premier ministre, le Bernard Landry. Bernard Landry, qui était une sommité en économie, essayait de réveiller les Québécois en disant « Non, arrêtez de votre histoire, là. Arrêtez d'avoir peur de la peur. » C'est ça qui va nous aider, qui va aider des régions comme la Beauce, comme toutes les régions frontalières qui ont des entreprises. Vous allez pouvoir exporter à la tonne. Est-ce que le libre-échange, on aimerait qu'il soit encore plus libre? Moi, oui. J'aimerais que toutes les frontières commerciales soient tombées à 100% et qu'il n'y ait aucune protection. Ça, c'est mon côté à moi. J'ai un côté beaucoup plus cow-boy. Je sais qu'il y en a des pirates qui ont des entreprises dans certains milieux et disaient « Oh non, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait telle chose. » Regarde, on a chacun notre vision. Moi, ma vision, c'est open market all the way. Je pense que vous n'êtes pas surpris si vous m'écoutez depuis longtemps que je pense ça. Mais ça a été un point hyper important de Brian Mulroney. Puis, juste pour finir, avant de s'en aller vers... qui on a en premier, Mr. White? Est-ce qu'on a... On va avoir c'est la boîte? On va avoir la boîte. Je sais que Jerry est stand-by pour la boîte, puis Jerry a bien des affaires à raconter, mais pas long. Je veux juste vous dire que Brian Mulroney, d'abord, quand il a quitté hier, ça a été une surprise pour moi, OK? Puis, ce que j'ai eu dans ma tête, je l'ai exprimé en quelques secondes. J'ai su la nouvelle et j'ai écrit mon tweet en à peu près 20 secondes. Puis je sais que beaucoup de monde ont réagi à ce tweet-là, même si pas tout le monde l'a vu parce que souvent les tweets ne viennent pas virales. Celui-là est moins viral que les autres, mais le nombre de likes nous montre que beaucoup de monde ont ce feeling-là. J'ai écrit les années 80. On était libre, le fun était partout. On était pauvre, mais on était riche. 5 pour 1 dans un genre de seau de glace à 5 piastres. 5 pour 1, 5 bières pour le prix d'une. 2-3 soirs par semaine, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, 5 piastres. On écoutait du Rush, on écoutait du AC/DC, on écoutait du Van Halen, on avait Guns N' Roses, il y avait Ronald Reagan. Et quand Ronald Reagan s'ennuyait, qu'il avait besoin de parler à son chum, il l'appelait vers 3 heures puis il disait « Saute dans le jet, Brian, viens donc manger à la Maison-Blanche. » Et Brian partait et il allait manger avec son chum. Ouais. Il n'était pas parfait, mais Brian Mulroney, c'est un Hall of Famer. OK? Cherchez pas époux, vous ferez ça un autre jour. C'est un Hall of Famer et comme Mr. White l'a dit tantôt, quand Brian Mulroney était là, on était fiers d'être Canadiens. Hey, c'est bizarre, hein? J'avais même pas lu ton tweet. On a pensé la même affaire. Ben, je pense que beaucoup de monde ont pensé la même affaire. Donc, salutations à la famille. Belle famille en passant. Monsieur Mulroney nous rappelle la belle époque. On aimerait revenir. Crif qu'on aimerait revenir. On vient avec la boîte avec Jerry. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza.
la boîte à pizza. Et voici... Jerry! Yes, sir! Quelle fin de semaine débile, Jerry. C'est une fin de... non, mais t'as peu, là. C'est une des journées les plus bizarres que j'ai faites cette semaine. Oui, de hein? radio, là. Oh, c'est très, très, très bizarre. On a fait des affaires spéciales quand on était à Radio X et qu'on faisait les deux. Là. Oui. Tu sais qu'on avait 15 minutes des fois puis qu'on descendait à 140 On courait, km/h pour c'est ça, arriver, exactement. puis on arrivait puis la musique jouait pendant que Ah non, le c'était gars- l'enfer. C'était l'enfer. Ouais. Mais celle-là était spéciale. Là. Moi, si j'étais un poteux, là, je fumerais un esti de gros bat. À soir? Oui. OK. Mais je Ou suis pas- en fin de semaine. En fin de semaine. Ah, j'ai tous les jujubes. Ah, Des je- jujubes. Qu'est-ce qu'on a, Jerry, dans la boîte à pizza? Ma pizza, justement, est, c'est une boîte avec une pizza. C'est une pizza avec plusieurs ingrédients. Je vais les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 ingrédients à ma pizza. Mais ce qui est spécial, c'est que le 7e ingrédient, C'est des ananas. c'est Mr. White Ah, qui c'est va pas décider. pas des Non, mais ananas. c'est toi qui décides. Ah, ça peut être des ananas. Oui, c'est ça. Alors, mais moi, moi, j'ai déjà des anchois. Tu sais bien que jamais de la vie, je mettrais des ananas sur une Non, pizza. l'ananas, ça marche pas. Non. L'ananas, ça marche pas. Mais Non. c'est ça. Quand tu mets plusieurs, des fois, plus que tu as d'ingrédients, plus il faut que tu fasses attention. Oui. Parce que ça peut faire des boîtes bizarres. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, steak haché, anchois, puis ananas. Ça a-tu déjà Ça, arrivé? il me semble- Il me vient c'est tough, là. il me vient une question parce que moi puis toi, on adore la pizza. Là. Oui. Tu sais, c'est une boîte à pizza. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la boîte à pizza, ta boîte. Là. Mais ça t'a-tu déjà arrivé que quelqu'un te serve une pizza? Tu sais, oublie le fait que Oui. ta pizzeria, je sais que ta pizzeria était bonne, là. Puis que tu la manges. Puis là, le gars, il sait que t'aimes ça, la pizza. Là, Oui. tu la manges, tu te dis, ouais, c'est normal pas bon. Ça t'a-tu déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé une pizza très peu. Le look était correct, mais elle goûtait à rien. C'était-tu dans un restaurant? Non. Oui, c'est dans un restaurant. Ouais. C'est un restaurant. Oh, Je ça ne vais arrive. pas le nommer. Non, C'était- mais Mais, non. c'était dans un restaurant. Mais c'était pas ici à Québec, c'était Hmm. dans le coin de Montréal. Belle pizza. Mais la pizza, je te dis, là, si tu fermes les yeux, tu te dis, coudonc, je mange quoi? Ah, ouais. Non, c'est épouvantable. Ouais. C'est une pizza sans goût. Ouais, C'est ouais. très, très, Ça très, arrive, ça très, arrive. très, très bizarre. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup d'ingrédients. Aujourd'hui, justement, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, c'est ça la boîte à pizza. Toutes sortes de patentes, des petites anecdotes. C'est que l'année bissextile, on a la journée du 29 février. Hein, ça arrive aux 4 ans. Puis je voyais qu'il y avait c'est une famille française. Puis j'ai vu ça passer comme ça. Il disait, nous autres, on a deux adultes, 2 enfants. Mais ce qui est spécial, c'est que les 2 enfants sont nés des 29 février. Mais quand tu penses à ça, tu sais, c'est sûr qu'ils ont 4 ans de différence ou 8 ans de différence parce que c'est aux années bissextiles. Mais c'est quand même spécial pareil. Je serais surpris de voir la probabilité de ça. Tu sais, quand tu sais, les calculs de probabilité, là, ça va être assez intéressant. Donc, tes 2 enfants sont nés le 29 février. Je comprends que ça arrive qu'on a la même date. Tu as la même date avec ton frère, avec ta soeur. Tu as la même date, mais pas un 29 février, parce qu'il n'a aux 4 ans. Tu sais, il y a un calcul de probabilité, ça va être intéressant. Puis là, ça m'a intrigué. Et je me dis, c'est quoi le record? Ben, le record, dans le sens que c'est quoi? Y a-tu plus que 2 enfants? Ben, j'ai trouvé le record. C'est dans le Guinness, record Guinness. C'est 3 frères norvégiens. Il y a un qui est né en 1960, l'autre est né en 64, l'autre est né en 68. Les 3 frérots sont nés des 29 février. Ça aussi, ça serait intéressant de faire le calcul de la probabilité. Je sais que les collectionneurs vont comprendre. Les collectionneurs, il y en a beaucoup de collectionneurs. Moi, je ne suis pas du tout collectionneur, mais il y en a qui sont, si c'est de l'argent à faire, des fois, tu peux être collectionneur, mais souvent, les collectionneurs, ils collectionnent, ils achètent des choses, mais souvent, c'est parce que c'est justement, ils veulent les garder. Ils aiment collectionner les choses. Puis c'est l'histoire capotée de la fameuse caisse de hockey O-Pee-Chee. Vous savez, la marque O-Pee-Chee de cartes de hockey, c'est une marque qui date de très longtemps, des cartes O-Pee-Chee. La face, c'est qu'il y a une caisse, c'est vendu aux enchères 3 720 000. Une caisse. C'était vendu. L'enchère a été gagnée le 25 février dernier. Donc,
caisse de hockey O-Pee-Chee de 1979-80. La saison de hockey sur les 19-80. L'histoire est particulière parce que c'est à Regina, en Saskatchewan. À un moment donné, il y avait comme des boîtes qui traînaient dans le fond du sol, qui ramassaient de la poussière. Là. À un moment donné, le propriétaire de la maison, je ne sais pas tous les détails, le propriétaire de la maison a décidé de faire comme un peu un ménage. Il y avait des boîtes qui traînaient, des vieilles affaires. Il fouille là-dedans un peu. Du coup, il voit ça, il voit une boîte pesante. T'sais. La boîte, un peu ça, elle est pesante. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des vieilles affaires de vaisselle, des patentes. Hop, il lève un peu le plastique, tu es dans l'espèce de petit tape, il lève ça, il regarde, en dedans, c'est des boîtes de cartes. Donc, dans la caisse, il y a des boîtes de cartes de 1979 et 80, et c'est l'année de Wayne Gretzky recrue dans la NHL. La carte, une des cartes les plus demandées, si on peut dire. C'est peut-être pas la plus demandée, mais c'est une des plus demandées, les plus chères. Parce qu'une carte de Gretzky recrue, si elle est maganée, dépendamment de la manière qu'elle est organisée, là, si elle est maganée, très maganée, tu peux avoir genre 10$ pour. Si elle est un peu maganée, pas trop, tu as genre une coupe de 100 pour. Mais si elle n'est pas maganée pantoute, les autres appellent ça mint, dans le sens que la carte est parfaite. Il y a des cartes qui se sont vendues 200 000 $. Donc là, imaginez, là, tu as une caisse avec des boîtes de cartes, mais c'est des boîtes de cartes-là qui n'ont jamais été déballées. C'est ça l'affaire. C'est la caisse qui allait comme au dépanneur. C'est le bonhomme du dépanneur, lui, il ouvrait la caisse, il sortait les boîtes, il sortait des paquets. Lui, il sortait même des paquets, puis il vendait ça au paquet. Mais cette caisse-là n'a jamais été ouverte. Donc, c'est un mystère. Ils savent qu'il y a des Gretzky recrues dans la caisse. Ils le savent. Mais ils ne savent pas combien. Donc, c'est une estimation de O-Pee-Chee. Parce que le gars qui a trouvé ça, il s'est renseigné. Là, parce que lui, il dit, t'as peu, j'ai trouvé un genre de mini-trésor. Donc, lui, il s'est renseigné et il y aurait peut-être... S'il trouve 18 cartes Gretzky, il reprend son argent. On a entendu le gars qui a bidé dessus. Sauf que s'il y en a plus que ça, il y a 24, 25, 26, 20, ça peut aller jusqu'à 28, je pense, cartes recrues Gretzky par caisse. On s'entend dessus, il fait le calcul. Il peut faire de l'argent, même s'il a payé 3 720 000 à 200 000 $ la carte. Je trouve ça capoté pareil. Parce que c'est rare que... Oui, tu peux trouver des cartes anciennes, sauf qu'elles sont déjà déballées. Là, c'est vraiment une caisse avec 16 boîtes jamais ouvertes depuis les années Solidis. Donc, c'est vraiment des collectionneurs qui ont... c'est comme le rêve de collectionneur trouver. C'est carrément comme trouver un trésor. C'est aussi simple que ça. Les petites nouvelles de même. Parce que le monde du gaming, c'est la boîte. Là. Ça, c'est une autre... Là, je mets un ingrédient supplémentaire. Là, j'avais mis de la saucisse, puis là, je mets un peu de pepperoni. Okay. Epic Games qui claire du monde. Dans le monde du gaming, présentement, il y a plein de nouvelles qui sortent, mais beaucoup de jobs qui se perdent. Beaucoup. Epic Games, ils ont clairé du monde. Riot Games, justement, ils ont clairé, je pense, 11% de leurs employés. Microsoft ont clairé 1900 jobs reliés à Activision Blizzard et la division aussi Xbox. Sony a clairé par rapport au gaming 8% de ses employés. C'est pas loin de 900 employés. C'est beaucoup de monde. Et là, on apprend que Electronic Arts, EA, en fin de compte, va mettre eux autres 5% du staff dehors. Puis là, c'est ça qu'ils disent EA. Là, je dis, c'est ce qui se passe dans le gaming. Il me semble que c'est un domaine qui est florissant, tout ça. Mais les compagnies, c'est ça. À un moment donné, investir dans des jeux, ça coûte une fortune. C'est même EA, Electronic Arts, ils ont dit le prochain jeu Star Wars, là, ils vont le retarder. Ils ne mettront pas trop d'argent là-dessus. Donc, il y a mieux en ce moment aller plus safe. Dans le domaine du gaming, ils vont plus safe. Donc, mettons, tous les jeux comme FIFA, le soccer, Madden, le football. Donc, ils vont plus dans les valeurs sûres, entretenir leurs valeurs sûres et des nouveaux projets, ils vont ralentir un petit peu parce que ça coûte beaucoup de sous. Puis, ça veut dire, ils veulent faire un peu attention, mais c'est quand même beaucoup. À toutes les semaines, il y a des nouvelles dans le gaming, si je peux dire, qui clairent du monde. Je mets une pincée de
Regarde, je mets une grosse mode de parmesan sur la pizza. Boum! Ah oui. Ah oui, je viens de Ça, pitcher toi, le parmesan, une question technique ici, là. Est-ce que, pour vrai, là, si tu mets du parmesan, tu mets juste ça à la fin? On le met à la fin. Ça, Oui. tu mets pas ça par... Non, le non, parmesan, non. ça cuit. Tu peux pas mettre ça pour que ça cuise. là, Exactement le ça. parmesan. Exactement va ça. Non, tu le mets à la fin un peu sur le dessus. Là. C'est bon. Mais là, moi, c'est un peu brouche-brouche, mon affaire, parce que c'est une pizza. C'est une pizza du vendredi. Là. Mais là, je viens de ça. Là, je viens de pogner une bonne poignée de parmesan. Boum, sa pizza. Ça, c'est capoté. On le voit peut-être ici, mais à très petite échelle, mais je pense pas que ça se voit beaucoup ici. Aux États-Unis, ça se voit beaucoup. Tu sais, l'histoire, c'est qu'à New York, OK, il y a une école de médecine. On dit une école de quartier, mais c'est une école... C'est pas une grosse école de médecine, mais qui est située dans un quartier un peu défavorisé de New York. Il l'appelle le Albert Einstein College of Medicine. Donc, cette école-là vient de recevoir un... Il vient de recevoir un cadeau. Hein? Il a reçu un cadeau. L'affaire, c'est que la docteure Ruth Gattesman, elle c'est une professeure émérite. Elle a étudié à cette école-là. À l'époque, elle a 93 ans, la madame. T'sais. Mais là, elle a fait un speech devant les élèves et elle a dit qu'elle remettait à l'école 1 milliard de dollars. C'est un don qu'ils font à l'école. Pensez à ça 2 secondes. Là. C'est complètement sauté. Mais la face, c'est qu'elle était mariée avec un monsieur. Ce monsieur-là, je pense que c'était un homme d'affaires, puis lui, il est décédé. Mais la face, c'est qu'il a laissé un héritage. Puis dans l'héritage, la madame a tout ramassé. Puis elle a dit, moi, je pense que je vais faire un don à mon école. Elle a donné 1 milliard de dollars, mais ce qui est capoté, c'est qu'elle a annoncé que ce milliard-là, c'est pas lancé à l'aveuglette, là. Ce milliard-là va être placé, il va faire du rendement, et à l'avenir, tout, parce qu'ils ont, les autres, ils ont une quantité d'élèves qu'ils peuvent accueillir en médecine, à l'avenir, tous les jeunes qui vont rentrer dans cette école-là pour la médecine, ça va coûter 0 pour faire leur session. J'ai trouvé ça tellement beau, c'est incroyable. Donc, cet argent-là, il ne passera pas garocher dans toutes sortes de bébelles bizarres. Non. Ça va, l'argent, l'intérêt de cet argent-là va servir. Ça va peut-être ajouter un peu d'équipement aussi, là, mais je veux dire, ça va servir à que ça soit gratuit. Mais quand elle l'a annoncé aux élèves. Puis les élèves étaient très, très contents de l'entendre. Donc, moi, je trouve ça très beau comme c'est son choix, mais quand même, c'est très, très beau, puis que ça va... Tu formes des médecins, puis ces jeunes-là, ils n'auront pas à s'endetter pour l'école. J'ai trouvé ça bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un autre ingrédient. Je rajoute des anchois. Ça, c'est une histoire bizarre. Non, tu ne mets pas des anchois pour vrai, ça pizza. Oui, je mets des anchois, là. Arrête. Oui, des anchois. J'en mets pas mal, même. J'en mets pas mal. En Grande-Bretagne, là, il me reste 3 ingrédients. Puis le dernier, c'est le tien, Mr. White. Ouais. Il me reste 3 ingrédients à mettre sur la pizza. C'est un fait d'hiver, mais des fois, dans les faits d'hiver, il y a des affaires spéciales. Mais c'est un genre de fait d'hiver, puis je me disais, c'est quasiment on se croirait au Québec. Ouais. Quand j'ai lu ça, je dis, c'est le Québec. En Grande-Bretagne, UK, United Kingdom, en Grande-Bretagne, il y a une femme de 63 ans. La madame, 63 ans, pas riche, puis elle a un problème majeur de dents. Elle a mal aux dents, un autre dent qui fait mal, un autre dent qui fait mal. Elle a un problème, elle est bourrée de problèmes. Là-bas, en Angleterre, il y a, dans le système de santé, de la chanter. Dans le système de chanter, eux autres, ils ont des dentistes. Donc, tu peux aller voir un dentiste. Je sais qu'ici, il y en a aussi, là, quand tu arrives des problèmes, tu as eu un accident, il y a des dentistes. Mais là-bas en Angleterre, il y a des dentistes dans le système de santé pour aider le monde. Là, elle a des problèmes de dents. Elle s'inscrit. Elle veut voir un dentiste parce qu'elle a un problème majeur de dents dans le système de santé. Elle s'inscrit sur une liste. On connaît ça, nous autres, des listes. Des listes.
Oui. Puis là, la face, c'est qu'elle est sur une liste. Elle est sur une liste pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi. À un moment donné, elle a mal aux dents. Tu sais, quand tu as mal aux dents, tu peux plus toffer. C'est des maudits mal de dents. Non. La madame est venue à moitié folle. Elle a dit, ça marche plus. Elle se renseigne, elle est sur une liste. Elle est sur une liste. Elle va voir un dentiste dans 3 ans. Hein? 3 ans? Elle a dit, je peux pas. Là, elle dit, mais monétairement, elle ne peut pas aller voir un dentiste au privé. Là, on va voir le dentiste. On sait comment ça coûte cher aller voir le dentiste. Sauf que, en Angleterre, depuis la COVID, paraît-il que là-bas, les dentistes, là, ça a quasiment doublé de prix. Donc, les jobs de dentiste qu'on l'avait complété, tu dis, ça coûtait 250$ une job, c'est rendu 500$. Toute la dentisterie en Angleterre, pareil, ça a doublé de prix. Donc, elle n'a pas les moyens d'aller voir quelqu'un au privé, puis elle n'est plus capable d'attendre, elle n'est pas capable d'attendre 3 ans au public. La madame, la dame, elle s'est arrachée 12 dents avec des pinces. Non, t'as un peu, là. Elle n'a pas fait ça à Jean. Je sais pas, elle a dû prendre quelque chose, Christophe. Ouais, mais si t'es trop sous, on s'entend dire que si t'es bien sous, tu t'enlignes mal ses dents. Elle, avec une pince, elle s'est arrachée à froid 12 dents. Il faut que je te compte. Puis là, ses amis, là, quand elle a vu ses amis ont dit, qu'est-ce qui se passe, Christophe? Tu arrives à un accident? Non. J'étais écœuré d'attendre, puis j'ai pas d'argent. Je me suis arraché des dents. Quelle passe 12 dents à frette. Il faut que je te compte de quoi rapide. Okay? Vas-y. Moi, je viens de. Tu sais que je viens du Bas-de-Saint-Laurent. Oui. Je viens d'un petit village, OK? Et quand j'étais petit, on n'allait pas vraiment chez le dentiste. Puis quand j'avais une dent qui branlait, qui était chambranlante un peu, là, j'allais voir mon père, puis là, j'ai disais ça, j'ai mal une dent. Là, j'étais comme un enfant. J'étais vraiment un enfant. Là. Et là, lui, ce qu'il faisait, il disait, viens me montrer ça. Là, il ouvrait la bouche, là, il regardait ça. Et là, il prenait son gros pouce. Puis il donnait un coup dessus. Il arrachade. Arrête. Ah, c'est ça. C'est incroyable. Ça faisait un genre de petit crouche, là. Ouais, clac. Il arrachait la dent. Puis des fois, il y avait un gros pouce. Nous autres, on était petits. Lui, il avait des grosses mains quand même. Là, normal, un adulte. T'sais. Ça arrivait des fois qu'il arrachait 2 dents. Arrête. Non, je te jure, je te compte pas des pieds. C'était incroyable. On dirait que je suis né en 1822. Oui, c'est ça. Désolé. Mr. White qui a 400 ans. C'est ça. Il ne nous l'a pas dit. Mais c'est ça, il est revenu du passé. C'est ça. Des fois, c'est vrai que t'es comme un peu spécial, des fois. Moi, je dis que t'arrives du passé. Moi, je dis que t'arrives, il y a quelque chose. Là. À moins que tu sois un beloup. Je sais que t'es aimes beaucoup. Tu serais pas surpris. Hein? Non, je serais pas surpris. Il reste 2 choses. 2 ingrédients. Là, c'est du brocoli. Oh, avec des anchois, peut-être. Oui, anchois puis du parmesan. Ouais, là, je suis pas sûr que je... C'est pas sûr. Non, puis c'est toi. Le dernier ingrédient, c'est toi, là. Donc, ça, c'est l'avant-dernier ingrédient. Juste un petit mot de même. Véronique Cloutier. Ben oui, Véro. Bon, tout le monde connaît Véro. Ouais. Véro qui va avoir 50 ans cette année. Ah, ouais. Oui. Quel âge elle a, Véro? Elle a 49, elle va avoir 50 ans en 2024. Elle, il y a un show. J'avais fait rire un peu. J'avais fait rire un peu les pirates. Puis j'avais écouté son show là, qui s'appelle Zénith. Zodiac. Non, Zénith, c'est le jeudi. Okay. Le jeudi à Radio-Canada. Tu sais, c'est le genre de spectacle bizarre. C'est ce genre de spectacle. C'est pas un bon concept de show. Ouais. Mais Véronique... Véronique est tellement bonne. Elle sauve le show. Comment dire? Bon, c'est vraiment pas bon. Elle est comme née à TV. Là. Oui. Tu sais, elle peut sauver n'importe quoi. Ça, mais tu sais, Véronique, elle a eu des crashs. Là. Comme, mettons, elle a eu une émission qui s'appelait Votre beau programme. C'est un crash monumental. Ça, c'est un crash. Un crash. Zénith, c'est un moyen crash, mais en réalité, le show... Si t'es moindrement fait solide, tu vas passer l'heure. Mais là, finalement, ça c'est... Si t'es un peu chambranlant,
impossible d'écouter cette émission-là 1 heure de temps. Là. Mais là, ça C'est- a-tu duré plus qu'une saison, ça? Oui, c'est la 2e saison. OK, Oui, mais le c'est- crash, OK, ils ont prolongé le crash. Exactement ça. C'est bon. Même Hugo Dumas, des fois, il trouve ça bizarre. Si Hugo Dumas, des fois, il trouve ça bizarre, tu te dis, ouais, moi aussi, je vais trouver ça. Mais l'affaire, c'est que c'est incroyable pareil. Tu sais, Véronique Cloutier, as-tu une job à vie à Radio-Canada? Ah, bon, oui, c'est sûr. Mais de quoi, c'est sûr que Non, mais... c'est pas une fonctionnaire. Elle n'est pas employée de Radcan. C'est pas Moi, je pense que quand tu rentres à Radcan, là, c'est bien difficile de sortir de là. Moi, d'après moi, ils n'ont jamais congédié personne. Tout le monde qui est rentré là depuis les années 50, là, ils ont toujours gardé leur job. Mais justement, tu parles des années 50, 60, elle va avoir un nouveau show. Là, je dis, hein, OK, un nouveau show de Véro. Là, tu dis, tu sais, il y a un show qui a pogné beaucoup dans le temps qui s'appelait comme La Fureur. Tu sais, La Fureur. La Fureur, ça chantait, je pense. Ça chantait. Mais, tu sais, le concept a pogné, puis à l'époque, il faut se mettre dans le temps aussi, mais ça a pogné. Tu dis, ah, regarde. Mais là, je dis, ah, là, Véro, elle a son show plate Zénith. Mhm. Puis, en plus, elle va avoir un nouveau show par-dessus Plate ça. Aussi? Non. Un genre de show de chaise. Elle Ok. s'est fait bâtir un studio tout à fait extraordinaire. Elle va avoir un genre de show de chaise. T'as payé ça un peu, Jerry? Oui, c'est ça le pire. Mhm. Mais imaginez un peu, là. Je sais quoi, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir des invités, des artistes, des années qui ont été populaires dans le passé, puis elle va passer des vidéos, puis elle va faire des discussions avec des Ah oui, artistes mais du passé. Jerry, sois pas surpris de ça. Qui écoute la TV encore? Qui écoute le câble, là? Oui, mais Tes enfants? voulez-vous que les jeunes vous écoutent? Non. Hein? Ben, ils sont plus là. Mais ils sont Comment plus tu veux là. les ramener? Tu Non. peux pas ramener ça. Tu peux pas ramener quelqu'un qui a 25 ans à écouter le câble avec des pubs, puis un show fixe à telle heure un mardi soir. Voyons. Ça arrivera jamais. Là. Ça arrivera jamais. Là. Là, elle va recevoir des artistes des années 60, 70, 80. Tu sais, Parce que ceux-là je qui pense écoutent, ils ont 75. Ben oui, mais Calvaus. À un moment donné, il faut que tu en reviennes. Ah, ben non. Ils n'en reviendront jamais, eux autres. Ben, ils ne reviendront jamais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui écoute. Parce que Ils vont se rendre là. C'est sûr qu'ils vont se rendre là parce que maintenant, le monde meurt. Calvaus. Il n'y a pas de. Moi, je me disais, il va y avoir un nouveau concept Il n'y a pas de nouveau. intéressant. Non, mais tu as rendu compte comment il peut plus avoir de nouveaux abonnés du câble. Ça existe encore? Quelqu'un qui dit, hey, ça, c'est un nouvel abonné du câble. Moi, je dis que ça n'existe pas. Un nouvel abonné, ça n'existe pas. peut pas arriver. Il y a une- Peut-être. Mais Moi, d'après moi, là, quand tu rentres dans l'édifice du câble, là, il n'y a pas de porte d'entrée, il y a juste des portes de sortie. Oui. Juste une porte, c'est marqué sortie. Ça. Puis le dernier ingrédient, c'est toi, Mr. White. Moi, là, pour une première fois dans l'histoire de la boîte à pizza, Oui. Tu as ton ingrédient. je vais rajouter un élément dans la pizza et je vais l'enlever. Tu comprends-tu? Oh, OK, je comprends. Oui. Parce que, OK, l'histoire, c'est que... moi, j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Le mot, c'est streaker. Un streaker? Pas striker, streaker. OK, streaker. S-T-R-E-A-K-E-R. OK. Ça, un streaker, là, Ouais. c'est un gars qui, dans un événement sportif, un gars ou une fille, ou un monsieur-madame, ça serait bizarre, ça, un monsieur-madame, là, qui... Non, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu d'être sur ça. Ça fait que là, c'est une personne qui s'en va sur le terrain, puis la plupart du temps tout nu, ou maintenant en petite tenue, là, Oui. et qui part à courir. Ça, on appelle ça un streaker. Un streaker. À l'époque, dans le temps, c'est arrivé plusieurs fois. Ben moi, parce que c'était un gars de Québec, c'était le Colisée de Québec. Là. Oui, oui, oui. tu Il y avait m'avais des conté gens de nu vite. Mais c'est ça. C'est ça, ils couraient en bas de jobber, Ouais. nus, sur la glace, puis là, les arbitres essaient de le poigner. Là, le but, c'est de faire rire ces Faire rire, c'est ça, exactement. T'avais un petit peu bu. C'est ça. C'est dur de faire ça à Jean. Là. Donc là, les streakers. Puis là, il y a un gars, lui, la rumeur, au dernier Super Bowl, OK. qui aurait fait un bet. Donc, il aurait gagé dessus les paris sportifs aujourd'hui. Là. Il aurait gagé un 50 000 que durant cette game-là, il allait avoir un streaker sur le terrain. OK. Moi, premièrement, je ne savais même pas qu'on pouvait gager là-dessus. Ben, l'affaire, c'est que le Super Bowl,
il y a beaucoup de paris alternatifs. Voilà. Exemple, le pile ou face du début. Ouais. L'heure du premier Ben, touché. Tu sais, des affaires de même. Tu sais, tu peux parier à plein de patentes. Et concernant les streakers, tu comprends que c'est un peu edgy. Mais, Mais ce que j'ai lu tantôt, mais je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. C'est pour ça que je mets un ingrédient, puis ça se peut que je l'enlève. OK, je comprends. C'est que ce que j'ai lu tantôt, c'est que ce genre de pari-là, ça ne serait pas légal aux États-Unis. Tu peux le faire, mais c'est un genre de pari sur des sites internationaux. Là. Oui. Donc, ça ne serait pas légal de faire ça aux États-Unis, de gager qu'il allait avoir un nulite sur le terrain. Mais lui, la rumeur, c'est qu'il avait gagé un 50 000 qu'il allait avoir un striker sur le terrain. Et tu sais, il a gagé, puis sa cote, c'était plus 750. Là. OK. Ce qui lui rapporterait, ce qui lui rapportait s'il y avait une personne comme ça, 374 000. Wow. Et Puis il y en a eu un? ben, la rumeur, c'est que lui, il a décidé d'y aller lui-même. Parce qu'il a gagé. Il dit, je vais y aller moi-même. OK, il va. Oui, ben, l'idée est excellente. Oui. Et là, la rumeur. Parce qu'on ne l'a pas vu à TV, parce que c'est pendant une pause ou chose comme ça. Là, mais à la TV, de toute façon, quand ça arrive, ils mettent pas la caméra dessus. Non, c'est ça. Parce qu'ils veulent pas comme que le monde dise hey, je vais utiliser ça pour me faire un fame puis pour mettre striker.com dans le dos, là, pour faire une pub gratis. Parce que là, lui, la rumeur, c'est que lui, il aurait gagné 374 000 puis il aurait eu une amende de 1000 pièces pour avoir fait. Ça fait que là, il est comme gagnant un peu dans la patente. Très gagnant. Mais ça serait pas vrai. OK? Ça serait pas vrai parce que ce que j'ai lu, en fait, ce gars-là, ça serait arrivé, en fait, au Super Bowl de 2021. Donc, ça n'a même pas rapport avec le Super Bowl de cette année. C'est plus un genre de promotion pour un site porno qui aurait été fait. Et, Mais ça, a couru partout sur le web, là, son histoire. C'est ça. Ça fait que là, tu comprends qu'aujourd'hui, il faut vérifier les patentes. C'est incroyable. Il y a tellement de stock. Mais il reste que, tu sais, je mets l'ingrédient parce que je veux que tu le vois, l'ingrédient. Tu comprends? Ouais, J'ai mis l'ingrédient, là. Mais son idée n'est pas mauvaise. Ben, c'est pas mauvais parce que lui, le striker, ça ne dit pas dans la gageure que le striker, ça ne peut pas être toi. C'est ça. Tu sais, que la personne qui se promène tout nu sur le terrain, ça ne peut pas être toi. Lui, il a gagé sur lui-même, mais tu comprends que si, mettons que c'est vrai, cette histoire-là, c'est difficile de se rendre sur le terrain au Super Bowl. Je veux dire, imagine la sécurité. Non, la sécurité, ça va être épouvantable. C'est ça. Épouvantable. Mais c'est ça. Ça fait que j'ai mis un ingrédient, mais je l'ai enlevé. C'est quoi ton ingrédient que tu as mis? C'était des lanières de jambon. Ah, OK, des lanières de jambon. Ouais. C'est bon, c'est correct, ça. Ouais. C'est bien. Des petites lanières C'est de bien. jambon. Donc, tu les as enlevés. Ouais, je les ai mis, puis je les ai Puis enlevés. là, il reste du brocoli, des anchois. Ouais, mais il c'est pas ta sorte à toi. Non, c'est pas ma sorte. C'est pas ta sorte. Ah non. Moi, si tu m'arrives, là, sincèrement, là, si j'arrive quelque part et il y a une pizza au thon de la sauce blanche, là, je sors là pas. Je sors de là. Je dis, non. Là, ça va être beau. Là. C'était la boîte du vendredi. Thank you, mon ami Jerry, pour la boîte à pizza. On se reparle lundi avec d'autres boîtes, boursicotage, etc. À venir, Nicolas Gagnon et également, qu'est-ce qu'on a aussi? La poubelle à Jeff. On a la poubelle à Jeff pour finir dans le live et le prime. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Nick Gagnon de contribuable.ca, t'es salué une fois ou 2 semaines. Maintenant, on a quasiment un rendez-vous avec plein de sujets. L'actualité est généreuse dans le milieu des dépenses et des scandales, pourrait-on dire. Nick, d'abord, vous avez sorti quelque chose de bien intéressant sur le nombre de fonctionnaires au fédéral qui gagnent plus de 100 000 $ par année et la proportion par rapport... C'est incroyable. D'abord, il y a combien de fonctionnaires fédéraux? Ben, en date de 2023, il y a 357 000 fonctionnaires fédéraux. Pour donner une idée, c'est une augmentation de 98 000 fonctionnaires depuis 2015, donc depuis que M. Trudeau est arrivé au pouvoir. C'est assez drastique. Et nous, avec les demandes d'accès à l'information qu'on a envoyées au gouvernement, on a découvert, comme on le fait à chaque année d'ailleurs, là, on a été en mesure de mettre à jour notre liste des employés fédéraux qui font plus de 100 000 et on est arrivé avec le chiffre magique qu'il y en a 110 000 présentement qui font plus de un salaire dans les 6 chiffres.
avec en moyenne 125 000 de revenus. Ça inclut bien sûr là, tous les autres petits avantages sociaux également payés par les contribuables. Mais ça vaut la peine de comprendre, de voir cette liste-là, parce que ça permet aux gens de comprendre comment est-ce que la bureaucratie elle coûte de plus en plus cher au fédéral. Elle a explosé en termes de nombre, elle a explosé en termes de dépenses. On dépense des milliards de plus pour les salaires de fonctionnaires. Et je pense que tout le monde se pose la question, si on est pour ajouter 100 000 fonctionnaires de plus, est-ce qu'on a plus de services? Est-ce qu'on a plus de qualité de service? Est-ce que tout va mieux? Est-ce qu'il y a des améliorations à quelconque niveau? Ben ça, je pense que je vous laisse répondre par vous-même. Mais même le directeur parlementaire du budget à Ottawa, je pense que c'est Yves Giroux, qui est arrivé à la même conclusion que nous. Écoutez, on engage beaucoup de personnel, on augmente les dépenses, on dit aux contribuables de porter ce fardeau-là, mais on leur donne aucune contrepartie en termes d'amélioration de service ou même de plus de services au final. Donc, Ça, ça 1 peut sur 3 fait 100 000 et plus. Là, attends un peu. Là-dedans, y a-tu un genre de calcul où est-ce que tu calcules des vacances, où est-ce que tu calcules, mettons, la patente du fonds de pension, tu sais, où c'est juste le salaire, la paye en tant que telle? C'est vraiment juste la paye en tant que telle. Hein? On exclut toutes les autres donc tous les autres éléments, les avantages sociaux, les congés. Faut comprendre aussi que les assurances pour les employés fédéraux même s'ils sont assumés en partie par l'employé et l'employeur, ben c'est dans les 2 cas, c'est les contribuables qui payent. Donc il y a une étude de l'Institut Fraser qui a été sortie il y a pas longtemps qui dit carrément que les employés fédéraux gagnent en moyenne 8,5 % de plus que leurs homologues dans le privé. Donc c'est pas non plus des gens qui sont dans une mauvaise situation non plus. Puis de dire que 1 sur 3 gagne plus de 100 000, ça donne une idée. C'est sûr qu'on s'entend qu'au Canada, le salaire moyen est aux alentours de 50-60 000. Donc, de se dire que l'ensemble des contribuables payent pour une fonction publique qui est de plus en plus riche, mais qui n'est pas plus efficace, ça permet vraiment là, de se poser bien des questions puis de dire à quel point comment est-ce qu'on gagne au change à payer autant de fonctionnaires comme ça. Fait que, tu sais, quand on regarde aussi à quel point on manque des fois de main-d'œuvre à certains endroits, puis on voit qu'on ajoute constamment des fonctionnaires, là, on a moins de besoins pour se ramasser avec plus de dépenses, moins de résultats. On l'a vu avec les passeports, avec les aéroports, les douanes présentement. On ajoute des fonctionnaires, mais on a tellement rien en retour de qualité que c'est sidérant. Puis ça fait partie la raison aussi pourquoi est-ce qu'on sort ça, c'est parce que la plupart des gouvernements provinciaux, ils produisent ce qu'on appelle une sunshine list ou une liste ensoleillée là, pour les friands du français. Essentiellement, ça permet au gouvernement d'exposer le nombre de fonctionnaires à son actif qui gagnent plus de 100 000 par année. L'Ontario le fait, la Nouvelle-Écosse le fait, l'Alberta le fait. Les 2 seules provinces qui ne le font pas au Canada, c'est le Québec et l'île du Prince-Édouard. Ah, surprise! Et il y a aussi le gouvernement fédéral qui ne le fait pas. Puis nous, ben, justement, avec cet exercice-là, ça nous permet de le faire. C'est beaucoup plus complexe à faire pour le Québec parce qu'on a beaucoup d'organisations style parapublic et on a beaucoup plus de fonctionnaires aussi. Fait qu'au final, ça serait plus exhaustif et beaucoup plus de travail à faire. Mais au fédéral, on se prête à l'exercice à chaque année puis on arrive à ces résultats-là qui sont, comme je disais, complètement sidérants. Ouais, ça lève le cœur. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est dégueulasse. On souhaite à tout le monde de gagner 100 000 par année en passant. Mais je veux dire, de voir qu'il y a plein de payeurs de taxes qui ne gagnent pas ça. En fait, la majorité des payeurs de taxes ne gagnent pas ça, mais que les employés de l'État qui se pognent le beigne à la maison, là, on va se le dire, gagnent 100 000 par année. Excuse-moi, pour moi, c'est du crise de vol. Sérieux, c'est carrément du vol. Absolument. Puis surtout qu'on peut regarder ça d'une autre manière où est-ce qu'on se dit, tu sais, y a-t-il un seul service au niveau fédéral qui s'est amélioré au cours des dernières années? Y a-t-il vraiment une chose qu'on peut dire que, grâce à l'embauche de plus de fonctionnaires, on a vu une amélioration? Parce qu'il n'y a pas juste le fait qu'on a ajouté plus de fonctionnaires, on a aussi engagé beaucoup plus de consultants. En 2015, on dépensait environ 10 milliards par année en frais de consultants là, pour tous ceux que le gouvernement fédéral engage parce qu'il n'est pas capable de le faire par lui-même, peu importe le projet considéré. Là, on est rendu à dépenser pas loin de 20 milliards par année. Fait qu'on a augmenté de 25 % le nombre de fonctionnaires. On augmente les salaires comme ça se peut pas. On augmente les contrats pour les consultants comme ça se peut pas également. On a doublé ça. Puis qu'est-ce qu'on a en retour? On a des Arrive-Can qui nous sortent, on a des Phoenix de ce monde qui nous sortent par les projets de consultants. Puis quand ça vient des fonctionnaires, ben on se retrouve avec... De toute manière, on a eu, il n'y a pas si longtemps, une grande manifestation. Il y a eu un genre de front commun des travailleurs de la fonction publique qui ont eu leur part de gain, je sais pas plus tard là, qu'au début de l'année 2023. Donc, malgré le fait qu'on les paye de plus en plus cher et malgré le fait qu'on a une perte de qualité, ils en demandent toujours plus. Ça, c'est ce qui
le plus dommage là-dedans, c'est qu'au final, les Canadiens se font quand même presser le citron comme jamais auparavant. On paye des taxes comme jamais. On a de l'inflation qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté à arriver d'une manière ou d'une autre. Mais les employés fédéraux, ils en demandent plus. Et Justin Trudeau n'a pas du tout l'intention de réduire le nombre d'employés fédéraux. Il ne s'attaquera jamais à la bureaucratie. Il n'a jamais eu l'intention de le faire d'aucune manière. Parce qu'il sait que même si, mettons, il commençait à avoir un réveil où est-ce qu'il commençait à dire, ben là, il est temps de faire de l'ordre dans les finances publiques, c'est pas du tout populaire. C'est aussi vrai pour Justin Trudeau que pour Legault au provincial. C'est qu'on arrive au point où est-ce qu'ils n'ont pas le choix d'agir, mais s'ils agissent, ils vont encore plus perdre des points dans les sondages. Puis les politiciens, ils regardent autant les sondages ils regardent probablement plus les sondages que les dépenses en général. Là. Fait que Ouais. on ne s'attendra pas à du changement demain matin. Là. Non. Le panier bleu, maintenant, on change le sujet, on va au panier bleu qui est mort, vive le panier bleu. Très drôle aujourd'hui, j'ai vu que le patron du panier bleu qui s'appelle Alain Dumas. Alain Dumas, lui, il a calé 15 millions d'argent public et il s'apprête à caler un autre 6 millions d'argent public pour fermer le panier bleu. Mais si vous voulez savoir pourquoi ça va pas bien, le panier bleu, pourquoi ça n'a pas marché, là, mais le panier bleu, le gars qui dirige ça, lui, il trouve que Jean-François Caron, là, qui est sur le dos du panier bleu, le prof Caron qui est au Kazakhstan, Chris, ça l'énerve. Et il a écrit sur LinkedIn, je vais le citer, il a écrit « Je recommande à tous de lire le fil Twitter, ex-Twitter de Jean-François Caron. C'est une belle façon de bien saisir le personnage par vous-même. » Là, Hubert Villeneuve, avec un PhD en je sais pas trop quoi, avocat en accès à l'information et protection des renseignements. Imagine-toi cette petite gang de faiseux, toi. Merci de l'info. J'en ai jeté un œil. Maintenant, j'ai envie de prendre une bonne douche. Et Joe Hamel de répondre. Je recommande à tous de lire votre commentaire en sachant que vous étiez le PDG du panier bleu. Chris, excuse-moi, garde-toi une gêne. Tu viens de caler, t'es la risée du moment, man. T'es la risée du moment. Comment tu peux t'occuper d'un gars qui enseigne dans une université au Kazakhstan? Les petites boules de poêle fragiles de même, c'est incroyable. C'est une joke, le panier bleu. C'est une crosse en plus. Ben, écoute, moi, je t'avoue franchement que si tu me donnais 22 millions de dollars pour faire un site transactionnel puis je réussissais à échouer ça, je partirais en exil loin du Québec puis je me ferais oublier assez rapidement. C'est honteux comme ça se peut pas. N'importe qui connaît quelqu'un en informatique, de près ou de loin, qui gère une PME ou une entreprise avec un certain volume de vente puis qui a dû faire un site web avec une certaine complexité, il ne verra jamais une facture de plus de 20-25 000. Puis là, je parle de gros chiffres pour vraiment des entreprises en développement ou qui font du déploiement à l'international. Mais là, on a mis 22 millions, dont 15 millions de l'argent des contribuables, parce qu'une bonne partie de cet argent-là, qui au départ a été mis à travers Investissement Québec, quand le panier bleu a été privatisé. Mais même avant ça, on avait mis quelques millions de dollars là-dedans pour l'OBNL que c'était. Puis il n'y a vraiment personne qui a réalisé en 2020 ou 2022, du moins personne au gouvernement qui s'est dit, tu sais, faire compétition à Amazon avec une organisation à but non lucratif qui est essentiellement un bottin téléphonique en ligne, ça va pas faire long feu. Ils ont réussi à double down sur cette idée-là puis à se rendre à transformer ça en site transactionnel puis à le privatiser. Ce qui était une pas pire idée au final que ce soit privé, mais c'était privé avec essentiellement de l'argent des contribuables qui était investi là-dedans. Il y avait Desjardins qui a mis 4 millions, 5 millions, puis il y a Lightspeed aussi qui a mis je pense aussi $1 million là-dedans, mais au final, c'est parce que Lightspeed répond. Bon, parce que Lightspeed investissait de l'humilité. Est-ce qu'ils ont vraiment mis de l'argent là-dedans ou en temps? C'est probablement parce qu'ils ont eu le contrat de faire c'est une genre de. Moi, j'aimerais bien ça voir le chèque de Lightspeed. Ouais, effectivement, ça serait le fun d'avoir tous les chiffres par rapport à ça, puis aussi de savoir, coudonc, c'est les 39 employés qui travaillaient au panier bleu, parce que honnêtement, je suis surpris qu'il y ait besoin de 39 personnes pour gérer ce site web-là, mais ces 39-là, ils faisaient quoi comme salaire? Comment ils ont pu se distribuer tous ces salaires-là sans avoir même des ventes et des revenus intéressants? Déjà qu'on avait plusieurs signaux d'alarme en 2022, qu'on voyait qu'il y avait des commerçants qui débarquaient du panier bleu parce qu'ils disaient qu'il n'y avait même pas 1% de leurs ventes qui passaient par le panier bleu déjà. Puis on parle de commerçants au Québec là, qui sont supposés être bien représentés par cette plateforme-là, puis ils n'étaient pas à de vendre quoi que ce soit à travers ça, puis ils ont dû eux-mêmes faire leur propre plateforme parce que le panier bleu, c'était une niaiserie, mais tu avais quand même en octobre
ça, c'est en octobre 2023, il y a même pas 6 mois. T'as Fitzgibbon qui allait carrément dire « Ouais, je crois encore en le panier bleu, il y a de l'avenir pour ça. » Puis Oui. il y a 2 semaines, il tire la plug. Puis là, ou du moins, il disait que finalement, le panier bleu va peut-être mourir. Puis hier, on apprenait qu'il était finalement décédé. Là. C'est fini le projet. Fait que c'est à quel point les politiciens comme Fitzgibbon ont poussé ce mensonge-là à bout, parce que c'est essentiellement un mensonge de penser qu'on pouvait faire le pari de se battre contre Amazon avec quelques millions de dollars dans une petite organisation. Ils connaissent pas par ça. des faux Ils pouvoirs, là. connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Tu sais, dire, Dumas, là, le gars du panier bleu, il a dit au mois de mai. Tu viens de dire que Fitzgibbon, l'automne passé, il a recrinqué à patente. Dumas, au mois de mai, il a fait une lettre ouverte. Puis il a dit le panier bleu, là, c'est un succès. Fait que les politicos, ils entendent ça, puis ça va pas pire. C'est du monde qui vit dans le déni, ils se racontent des histoires. Mais Ouais, à un moment donné. Rajoute à ça, pas juste ça. Il a dit ça au mois de mai. Oui, mais c'est parce que ça, c'est pour continuer le mirage. La réalité, c'est que c'était une patente en pleine COVID où les politiciens mentaient à longueur de journée sur tout et rien. C'est ça. C'était n'importe quoi pour essayer de garder dans notre bulle. Puis là, on se dit, l'achat local, puis là, avec ce qui se passe, c'est pas bien de prendre des affaires de loin. On voit comment, avec la COVID, il faut commencer à être autosuffisant dans la nourriture, il faut être autosuffisant dans les... On a entendu plein de crises de folerie pendant ce temps-là, là. Et ils ont rajouté en plus l'achat local sur à peu près tout, et ils ont parlé de concurrencer Amazon. T'entends ça, puis tu veux te tirer une balle. Ben, ces innocents-là, puis attends un peu, là. Je veux juste vous dire que la majorité des Québécois y ont cru, là. OK, en passant, là. Ça, ce bout-là, il faut s'en souvenir, là. Ouais. Si les Québécois avaient montré, comme ils l'ont démontré avec les Kings de Los Angeles, que Chris est en train de se faire fourrer par des magiciens crosseurs, il aurait écrasé, puis il aurait dit « Pardon, mon oncle ». Mais non, ils ont senti qui avait touché une corde sensible des Québécois et que les Québécois, en majorité, y croyaient. C'est elle, la patente, là. Honnêtement, tu sais, je regarde ce qui s'est passé avec le panier bleu, puis comment les politiciens sont embarqués là-dedans à 100 000 à l'heure, puis comment, effectivement, beaucoup de personnes dans la population, puis dans la tribune médiatique, ont appuyé l'idée comme si c'était la meilleure invention après la roue, là. Et puis je me dis, une chance que les gens comme Sam Bankman-Fried de FTX ou Elizabeth Holmes de Terranos sont pas venus au Québec parce qu'ils seraient venus vider les poches avant de faire faillite, puis de s'en faire avec l'argent. Mais tu sais, il y a aussi le fait que toute cette histoire-là de panier bleu, ça vient aussi en concordance avec ce qui s'est passé durant la pandémie. On se souvient là, des espaces bleus qui avaient été promis à l'époque, mais ça fait partie de toute cette dynamique où est-ce que, on profite de la pandémie pour faire des promesses de regardez, on va se retrousser les manches, puis on va travailler entre nous autres, on va développer notre économie locale, on va encourager notre culture locale. Puis tu sais, les espaces bleus, c'était ça, on va construire 16 espaces bleus au Québec, des espaces culturels. Ça a été annoncé, je pense, dans le mois qui a suivi le panier bleu, puis finalement, tu n'en as rien que 4 de ces espaces-là qui vont être construits. Ils sont tous over budget. Les 12 autres ont été abandonnés en cours de route et on verra probablement même pas la conclusion des travaux avant les prochaines élections. Fait que c'est vraiment tout arrivé dans un contexte où est-ce que les gens, on dirait qu'à cause de la pandémie, puis à cause que tout était fermé, tout ça, on a vraiment mis beaucoup d'espoir sur le fait que on va se donner des petites plateformes, on va se donner des petits espaces bleus. Puis cette stratégie-là était essentiellement, c'est le genre de stratégie auquel on est très habitué au Québec, c'est de l'interventionnisme économique mur à mur pour essayer de satisfaire différents groupes, différentes personnes qui lobbyaient définitivement auprès du gouvernement parce que, disons-le franchement, le panier bleu, c'était pas une idée nouvelle. Ça faisait longtemps qu'il y avait des acteurs comme Alexandre Taillefer qui avait parlé de faire un Amazon québécois. Ça fait longtemps que tu as des groupes à l'Assemblée nationale qui cognent à la porte du premier ministre qui dit quand est-ce que vous allez faire une plateforme pour tous les commerces québécois? Donc, le panier bleu n'est pas sorti de nulle part non plus, mais il est allé nulle part, pas à peu près, comme toutes les autres niaiseries bleues qui ont été faites au courant de la pandémie et depuis jusqu'à aujourd'hui. Puis on en voit les résultats, puis au final, qui est le plus perdant là-dedans? C'est les contribuables, puis aussi les commerçants qui sont fait embarquer là-dedans puis qui ont perdu de l'argent, du temps et peut-être même des clients à cause du manque d'efficacité de la plateforme. On y va avec, pour le dernier point, le budget qui s'en vient au Québec où on s'attend à une saignée assez solide, là. On s'attend probablement aux alentours de 5 milliards de déficit et puis peut-être même plus parce qu'on s'entend que les négociations avec le secteur public ne sont pas terminées, il reste les infirmières. Donc, jusqu'à date,
C'est un chiffre, peut-être, d'après moi, qui est très, très soft. On parle probablement de 5 milliards. J'ai hâte de voir toute la patente. Puis surtout de voir l'entrée d'argent au gouvernement avec le ralentissement économique au Québec. Écoute, pour vrai, je serais très surpris que ça soit égal ou inférieur à 5 milliards. De mon côté, je m'attends plus à une affaire comme dans les 6-7 milliards. J'espère effectivement me tromper et qu'on va se retrouver avec un chiffre qui a un peu plus de l'allure. Il faut rappeler une chose. L'année dernière, dans les projections là, du dernier exercice financier, on disait qu'on allait avoir quand même un déficit cette année, mais ça allait être de 3 milliards, en diminution de 1 milliard par rapport à l'année dernière. Ça, c'était les projections. Donc, c'est pas surprenant qu'on ait un déficit. Par contre, auparavant, il y avait une stratégie de la part du gouvernement Legault qui était de réduire de 1 milliard par année jusqu'en 2027-2028 le déficit pour qu'on ait l'équilibre budgétaire. Ce qui était quand même réaliste dans les circonstances, mais tout ça est disparu au cours de la dernière année. On l'a vu avec les négociations de conventions collectives. Puis c'est quand même surprenant parce que en 2018, quand François Legault était élu premier ministre du Québec, il y avait le plus gros surplus budgétaire de l'histoire du Québec. Il y avait 7,4 milliards de dollars de plus que prévu dans les coffres. Puis là, on va se retrouver avec un des plus importants déficits de l'histoire du Québec. Le seul autre grand déficit qu'on aura eu auparavant, c'est celui qu'on a enregistré durant la première année de la pandémie à cause des ralentissements liés aux pertes de revenus du gouvernement. Fait que là, la grosse question qu'on se pose, c'est considérant qu'on sait qu'il y a un déficit qui s'en vient, ça va être quoi le prochain choix du gouvernement? Parce qu'il y a deux façons de faire. Soit il réduit les dépenses, soit il augmente les revenus du gouvernement. Et là, on a des craintes à savoir, puis ça, c'est des craintes qui nous viennent de différentes rumeurs à l'Assemblée nationale. Encore une fois, c'est pas 100% fondé, et espérons-le, mais il y a des rumeurs comme quoi est-ce que le gouvernement du Québec s'intéresse à indexer la taxe provinciale sur l'essence, de l'augmenter ne serait-ce que d'1 cent par année. Donc, on sait déjà qu'au Québec, on en paye pas mal de taxes sur l'essence. La taxe provinciale elle-même, c'est 19,2 cents. Puis ils veulent l'augmenter en se fiant sur les publications de l'achat de finances publiques et fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Donc, ça, on sait que ça fait beaucoup de chemin. On espère, par contre, qu'ils vont avoir éventuellement un véritable réflexe du gouvernement de Legault de réduire la bureaucratie, réduire son poids, réduire essentiellement le nombre de fonctionnaires. Mais honnêtement, retenez pas votre souffle parce qu'on n'a pas vu ça depuis qu'il est élu, même s'il l'a promis à plusieurs reprises. Donc, nous, ce qu'on espère d'un point de vue de contribuable, c'est que le déficit va être révisé à la baisse essentiellement parce qu'on va réduire les dépenses du gouvernement et non aller chercher plus de taxes. Par contre, c'est clair que les automobilistes risquent possiblement d'être les plus ciblés par les mesures coercitives qui vont se mettre en place tranquillement. Un exemple qui est intéressant à mentionner aussi, c'est la taxe carbone québécoise, là, que Yves-François Blanchet dit qu'elle n'existe pas, mais elle existe bel et bien. Ben, cette taxe-là, c'est niaiseux, là, mais en juillet 2023, elle était à 9,9 cents, là, elle est rendue à 13,5 cents, et elle va continuer à augmenter d'ici la prochaine enchère du marché de carbone, possiblement à 14-15 cents avant l'été. Donc ça, même si le gouvernement annonce rien directement en termes d'augmentation fiscale, de taxes supplémentaires ou autres, il faut s'attendre à ce que le poids quand même sur le dos des automobilistes et des contribuables québécois augmente quand même. Donc honnêtement, on a très peu de bonnes attentes, mais une chose est sûre, la balle est dans le camp de François Legault. Il doit faire le ménage dans les finances publiques. Il doit faire ce qui est non populaire, quitte à ce que ça écoute sa réélection. Mais sinon, c'est sûr qu'on va rester dans le rouge pour les prochains. Ouais. C'est correct. Je comprends ce que tu veux, mais c'est correct. Mais parce que le point où est-ce qu'on est en ce moment, autant au fédéral qu'au provincial, c'est niaiseux du même, c'est qu'ils n'ont pas le choix de se retourner de bord puis faire le ménage dans les finances, dans les dépenses. Puis ils le feront pas parce que c'est non populaire. Donc, on reste dans cette situation-là parce qu'on a des gens qui sont de moins en moins populaires, qui refusent de faire ce qui est nécessaire parce qu'ils veulent pas être encore plus impopulaires. Donc, c'est vraiment... on est dans une très bizarre situation. Maintenant, savoir si Legault c'est un leader ou il va continuer à faire comme il l'a fait depuis le début, continuer à se coucher devant les syndicats, continuer à se coucher devant les entreprises étrangères qui demandent des subventions pour s'installer au Québec, continuer de se coucher devant ces ministres qui demandent des investissements massifs dans des stades olympiques, des niaiseries de même. Si c'est ça qu'il veut faire, François Legault, de son héritage, il est ouvert. C'est probablement la solution la plus facile pour continuer à lire des livres. Possiblement, oui. Parce que c'est ça qu'il veut, là, c'est lire des livres, là, on va se le dire. Moi, j'aime beaucoup lire des livres. C'est une de mes passions, lire des livres. Mais des fois, on n'a pas le temps. C'est ça, j'ai pas le temps de lire des livres. Des fois, on n'a pas le temps. C'est ça, on n'a pas le temps de lire des livres. Lui, il n'est pas supposé d'avoir du temps. J'ai hâte d'être PM pour avoir le temps de lire des livres. Ouais, merci, Nick. Mais j'aime ton optimisme. C'est quoi la date du budget? C'est le 12 mars, exactement. Ah, le 12 mars.
Puis je vais y être en passant, ne serait-ce que pour vous avertir à l'avance, je pourrais vous faire un topo le lendemain pour vous donner ça à la Ben fois, oui. là, mais essentiellement, oui, on va jeter au huis clos budgétaire avec d'autres groupes Parce que le socio-économiques du dernier Québec. budget, si je ne me trompe pas, là, il était très optimiste sur le rendement économique total et global du Québec. Puis je suis pas sûr qu'on est là pantoute, non? Non, non, on s'entend, l'optimisme de Monsieur Girard, là, aux finances est complètement, je veux dire, il est dans un optimisme qui est comme out of this world, pour vrai. Mais ce que je trouve dommage, par exemple, ça, c'est un point que je veux rappeler, c'est qu'on a plusieurs groupes dans la société civile, comme les syndicats, qui accusent les baisses d'impôts d'être responsables du déficit qu'on va avoir cette année, ce qui est complètement faux, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la gestion de François Legault puis sur l'état des finances publiques actuelles, mais en 2023, on a eu une baisse d'impôts puis une baisse du déficit. Donc, de présumer que les baisses d'impôts sont responsables des déficits à venir, c'est complètement ridicule. Puis ça, c'est un mensonge qui est trop souvent colporté par certains, même qu'il y a eu, il y a eu un topo là-dessus avec Gérald Filion à Radio-Canada, à savoir est-ce que les déficits sont alimentés ou sont plus élevés à cause des baisses Lui, il d'impôts? m'énerve. Non. Gérald Filion, ça m'énerve. C'est parce que le gouvernement a trop dépensé. Regardez, ils viennent de mettre 870 millions dans un toit. Ils On veulent dirait mettre Monsieur ça dans un Tranquille. toit olympique. Ils veulent mettre 3 milliards dans Nordvolt. Ils vont mettre des centaines de millions dans General Motors puis dans Ford. Mais somehow, c'est à cause des baisses d'impôts si on ne balance pas le budget cette année. Ça n'a pas de style bon sens. Non. Nick, ouf, merci. Puis, regarde, c'est sûr qu'on s'en reparle le lendemain de ce budget-là qui risque d'être quasiment, pour les mauvaises raisons, quasiment historique. Incroyable le recul qu'on a fait au cours des dernières années. C'est tout un gâchis du gouvernement de François Legault et de la CAQ. On fait une pause, on revient. Nick Gagnon. Hey, en passant, Nick est très bon sur Twitter, en passant sur X. Contribuable.ca également pour lire tout ce qu'ils font, mais vous allez trouver pas mal tout ce qu'ils font en suivant Nick sur Twitter, sur X. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. C'est la poubelle à Jeff, la poubelle à Jeff. C'est pas ma bonne toune, ça, pour la poubelle à Jeff? T'aimes pas ça, hein? Ben non, Regarde ce qu'on va faire. Ah ouais, regarde ce qu'on va faire. Check bien. Ah ouais, on part ça, la poubelle à Jeff. Elle n'est pas toxique, par exemple. Non. Non, mais au montant, hein, je me prépare. OK, vas-y. On y va. OK, c'est parti. La poubelle à Jeff. J'ai un côté Bruce Springsteen. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Bon, voilà, thank you. Merci pour le a cappella final. Ouais, mais regarde, une des premières choses que je veux que tu me parles, tu me dis, j'ai un audio de Jocelyn Thibault qui a annoncé son Jocelyn. départ de Hockey Québec hier. Ça veut dire juste... Ça ne changera pas votre vie, là. Ça ne changera pas votre vie que Hockey Québec perde Jocelyn Thibault. OK, je veux juste vous dire ça. C'est pas un sujet important tant que ça, là. Mais vous allez comprendre pourquoi on vous en parle. OK. J'ai rencontré Jocelyn une couple de fois. Et Jocelyn est ami avec beaucoup de pirates dans le coin de Sherbrooke qui ont des liens avec le hockey puis de la NHL et tout ça. Donc, vous reconnaissez. Les fois où je pense que j'ai rencontré 2 fois Jocelyn Thibault. Vous savez, dans la vie, j'écoutais hier une entrevue de Toto Wolff, le patron de Mercedes, l'écurie de Formule 1, qui est aussi un des actionnaires principaux de cette écurie-là. Puis je voyais comment il a bâti cette... Tu sais, lui, il dit, quand je suis arrivé chez Mercedes, la première, c'était Ross Brown, après Brown Racing. Je suis arrivé à la réception quand j'étais nommé et j'allais rencontrer Ross Brown qui menait à ce moment-là, qui est un des plus grands ingénieurs, puis qui a été boss de la FIA par après. Mais il dit, je suis rentré là, puis il y avait un vieux Daily Mail qui traînait, puis il y avait une coupe de café avec du café séché dedans à la réception de cette business-là qui avait 2000 employés. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons, ça se peut pas. Je ne file pas le succès et je ne file pas l'écurie de Formule 1 que je pensais m'avoir. Et là, Ross Brown vient le chercher et il lui dit ça. Et là, Ross Brown de répondre, ça ne fera pas aller la voiture plus vite de mettre un journal à jour ou d'avoir un café avec une tasse propre. Et lui, Toto Wolff a répondu,
Il dit, non, il dit, c'est tout le contraire. Tout est dans les détails de tout et tout et tout et tout. Si tu n'es pas ordonné là, tu n'es pas ordonné à l'autre département. L'ordre, c'est partout. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et il a rajouté que toute cette manière de penser-là va aussi quand il engage des gens, et il a fait des liens avec ça. Il a dit aussi, il dit, je cherche des personnalités et je vois en dedans de 30 secondes le genre de personne que j'ai devant moi. Je vois que c'est un suiveux, je vois que c'est un yes man, je vois que c'est un leader, je vois que c'est quelqu'un d'honnête, je vois que c'est quelqu'un de clean, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est quand j'ai rencontré Jocelyn Thibault. Ça n'arrive pas souvent qu'on a, en 15 secondes, tu vois à travers la personne puis tu sais, this guy is good. Bonne personne, belle personne, droite comme un chêne, sourire, poignée de main. Un vrai de vrai. Puis quand Jocelyn a été nommé, je pense qu'il y avait parlé à Jocelyn à ce moment-là. Oui, absolument. Puis ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Il a été 2 ans en poste, en fait. Exact. Donc, on avait parlé à Jocelyn. Puis, le fond du sujet n'est pas important. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jocelyn a quitté et a démissionné d'Hockey Québec. Et on va l'écouter à l'instant. Et ce qu'il va nous dire, si vous vous lancez en politique pour la ville de Montréal, si vous vous lancez en politique pour la ville de Québec, si vous allez à Saguenay, si vous allez à Bécomo, si vous lancez en politique provinciale, le plus grand de nos malheurs, on dirait que quand on embarque sur une traque, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire que suivre la maudite traque. Le changement est quasiment impossible. Ça rend frustrant comme ça se peut pas. Écoutons Jocelyn. Hockey Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est une grosse machine, puis tu as l'impression d'être au volant d'une grosse machine, mais pas vraiment avoir de volant, puis pas vraiment avoir de piton. Changer les mentalités du hockey mineur au Québec, c'est difficile. C'est difficile, puis on a fait un bout. On a fait bouger l'aiguille, mais il en reste un petit bout à faire, puis moi, j'étais rendu à faire une belle passe à la palette à une autre personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Que ce que lui parle pour Hockey Québec, c'est la même chose partout? Oui. Et c'est une fatalité triste, là. Ben oui. C'est une fatalité triste. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire bouger les choses. On n'est pas capable de faire bouger les choses. Même avec la plus grande volonté, c'est plus profond que ça, la patente. Très profond. Ouais. Très profond. Puis les gens aussi... quand il arrive quelqu'un de fort, puis qui a une volonté de changement, les gens vont l'attaquer, vont... très, très dur pour ces gens-là. Très, 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 très difficile pour ces gens-là. Regarde, ce que Jocelyn Thibault vit, c'est probablement ce qu'un paquet de monde peuvent dire dans un paquet de domaines. Et c'est la raison pourquoi on est dans l'immobilisme mur à mur. C'est pour ça que le statu quo nous étouffe. C'est pour ça que nos hôpitaux sont comme ils sont. C'est pour ça que nos écoles sont comme elles sont. C'est pour ça que notre société vire en rond parce qu'il y a... Tu sais, excusez-moi, en parlant de ça, là, le coup de poing dans le front de la semaine, c'est quand même de voir que toutes les écoles de Montréal vont être fermées pour une éclipse. Pour une éclipse. Je veux dire... mais tu sais, c'est une société perdue, là. Non. Puis une société perdue. Moi, j'ai pas connu Jocelyn Thibault, mais tout ce que j'ai entendu hier du monde qui l'ont connu, qui ont parlé de lui, ils ont dit qu'il avait été un peu surpris parce que c'est pas quelqu'un qui lâche rapidement. C'est pas un quitter. C'est pas quelqu'un qui abandonne des projets. Fait que donc, pour qu'il abandonne, ça veut dire que la résistance était très, c'est-à-dire très qu'il a vu qu'il n'y avait rien à faire, pour vrai. Ça, c'est capoté. Là. Je vous dirai jamais ça. Il y aura toujours une flamme qui va rester un peu allumée dans le fond, qu'on a de la misère à percevoir. Peut-être que s'il fait noir, puis qu'il n'y a pas trop de noise alentour, on va l'apercevoir, mais Christy, que j'ai l'impression que les défenseurs du statu quo mènent l'échec québécois. Et personne, à partir des médias et des dirigeants et des partis politiques traditionnels, il n'y a personne là-dedans qui veut... On est comme bien dans notre marde. Ouais.
Mais revenons à Mulroney. Revenons à Brian Mulroney qui nous a quittés hier. Il fallait-tu qu'il soit fort, lui, pour aller au bout puis le faire, le libre-échange, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui était contre lui? Je pense, par contre, qu'il y aurait eu de la misère à le faire dans l'époque d'aujourd'hui. Ouais. Parce que l'immobilisme, c'est probablement une des forces les plus puissantes que nous avons en ce moment. Je pense qu'il y avait un début d'immobilisme dans les années 80. C'est ce qui est arrivé depuis 20-25 ans. Ça n'a pas parti overnight. C'est un début lent qu'on ne se rend pas compte. Donc, ça devait déjà exister un peu, effectivement. Donc, bravo à lui. Mais dans l'époque d'aujourd'hui, essayez d'imaginer quelqu'un qui pense que l'avenir économique d'un pays... Imaginez-vous, en 2024, Brian Mulroney, qui essaye d'amener aux Québécois et aux Canadiens l'idée d'avoir un libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Les forces contre lui auraient été incroyables. Il y en avait à l'époque, là. Il y en avait à l'époque. Mais tu sais, c'était dans la rue que ça se jasait le plus. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les groupes organisés, la manière que les médias font peur, la manière que les médias attaquent, ça aurait été impossible pour lui de faire ça. Mais c'est drôle, là, que, tu sais, parce que dans les années 80-90, là, les premiers ministres canadiens et les présidents américains se rencontraient régulièrement. Il y avait constamment des sommets entre les deux. Aujourd'hui, quand est-ce que tu vois ça aujourd'hui? Bien, comme je te dis, quand tu lis sur Reagan ou tu lis sur Mulroney, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une joke, là. Eux mangeaient très régulièrement ensemble des soupers qui n'étaient pas officiels. Ils s'organisaient des soupers en cachette, là. Et ça, tu peux régler bien des affaires quand tu fais ça, là. Mais aujourd'hui, tu aurais Biden qui rencontre Trudeau. C'est quoi le résultat qui peut sortir de là? Pense à ça, là. Alors qu'on est dans une époque, puis tu sais, je veux passer vite la POC à mon ami, en fait, c'est pas vrai, on va s'en aller, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai pour les Prime, pour les gens sur le live, si ça vous tente, il y a une semaine de gratuit sur radiopirate.com parce qu'on s'en va vers notre chum Carlos de Punisher pour le Freestyle Friday, donc on a quasiment 2h30, 3 heures de placotage, de toutes sortes de sujets à vous offrir tantôt. Mais je veux juste prendre quelques secondes pour vous dire que cette réalité économique-là qui a été pensée par les gens du temps, aujourd'hui, elle a besoin d'être modernisée. Aujourd'hui, le système que nous avons, le système socialiste mur à mur, qui fait de plus en plus de pauvres, qui crée donc de plus en plus de déficits, qui crée de plus en plus des projets à des prix faramineux et quasiment incroyables, impossibles même à penser, qui ont une répercussion même maintenant sur comment on bâtit une maison pour nos enfants alors que c'est même plus accessible pour eux autres. Non, c'est un régime terrible qu'on connaît avec Trudeau par rapport à ce qu'on avait comme rêve dans les années 80 avec un gars comme Mulroney. Je cite Nathalie Grabli ce matin. Avec le recul, il est maintenant évident que Justin Trudeau, derrière ses apparences de jeune premier, a été un cheval de Troie. Au lieu d'agir en gardien des intérêts de la nation, il s'avère plutôt une force destructrice. Aujourd'hui, dans le Canada post-national de Trudeau, remplir son panier d'épicerie est un défi, se loger convenablement est un exploit et accéder à la propriété est un fantasme. La dette a explosé et le service de la dette devrez atteindre 45,6 milliards cette année, ce qui laisse présager un avenir économiquement très sombre. 45,6 milliards, c'est le paiement de l'intérêt de la dette par année. OK? Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Non. Je sais que de plus en plus de gens vont voter conservateur à cause de ça parce qu'ils n'ont pas capable de s'acheter de maison. Je sais que beaucoup de gens, de jeunes de gauche, vont voter à droite. Mais à l'inverse, cette semaine, il y a eu 600 marxistes qui se sont réunis à Montréal pour créer un parti politique vraiment communiste. Pour eux, QS ne l'est pas assez. Oui, c'est ça. Et je lisais leurs revendications et il y a un fond de moi qui comprend. Leur solution n'est pas la bonne. Leur constat est vrai. Leurs solutions sont complètement d'une autre époque. Ça a été essayé et c'est catastrophique. Ils ne sont pas capables de comprendre que la raison pourquoi on est en train de s'appauvrir, c'est le socialisme.
c'est le méga gros gouvernement, c'est les grandes dépenses d'endettement, etc. C'est ce qu'ils prônent. En fait, eux, ils veulent plus de ça en pensant que s'ils en font plus de ce qui ne marche pas, ça va finir par marcher. Ouais. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Il faut libérer, il faut déréglementer, il faut enlever les taxes, il faut baisser les impôts, il faut redonner de la liberté au monde si on veut retrouver une manière de vivre convenablement, d'avoir un toit, un prix convenable. Ça ne se fera pas overnight en passant. Il y aura de longues promenades difficiles. Là. C'est long quand tu rebâtis quelque chose. Parlez-en à Jocelyn Thibault. Il y aura de la résistance. Mais c'est le seul chemin. Je comprends comment ils sont... Pourquoi beaucoup de monde se sont réunis à Montréal cette semaine pour ça. C'est sûr, c'est toujours épeurant de voir qu'il y a des gens qui sont hyper communistes. Mais je comprends que ces jeunes-là sont désillusionnés. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est le socialisme aux portes du marxisme. Je ne vous dis pas qu'on est des fois, on s'amuse, là, mais on est aux portes du communisme pour vrai. Là. C'est le socialisme à l'extrême. Et plus on fonce vers le socialisme et de plus en plus vers le communisme, et vous avez remarqué, plus tout coûte cher, plus tout est inabordable. On ne peut plus rien se payer, on ne peut plus rêver, on ne peut plus rien. Donc, une fois que des jeunes n'ont plus d'objectifs et qui sont délusionnés de voir ce qui se passe dans la société, bien, ils cherchent des solutions un peu weird. Et dans ce cas-ci, dans ces gens-là, les 600 qui étaient à Montréal, c'était la solution du grand communisme extrême, mur à mur. Mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Faut regarder ce qui se passe. Il ne faut pas juste lever le nez en disant « Ah, une gang de débiles de sauteux de douche qui ont comme solution au problème actuel plus de ce qui ne marche pas. » Il faut quand même voir qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment de, je vous dirais, oui, Trudeau, oui, la CAQ, mais ce que nous vivons, c'est l'accumulation de 20, 25 ans de gros gouvernements taxeux, réglementeux, etc. C'est dégueulasse. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Une dernière chose. Merci pour les gens qui étaient sur le live. Tu disais, Mr. Wayne? Une dernière chose, c'est que la course à Varennes, samedi, donc c'est demain samedi à 10h, heure de l'Est, ici à Québec. 10h demain matin? 10h le matin, ouais. OK, parfait. Très bonne nouvelle. Thank you, man. On s'en va vers le Prime. On s'en va lancer le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Passez un bon week-end. On se reparle lundi ici. Hein? Radio Pirate. RadioPirate.com